commencer. Donc, bonsoir à tous d'être là ce soir. Merci d'être venus nombreux rencontrer Alain Mabankou. Merci d'être au rendez-vous littéraire du presse-papier. Ça nous touche beaucoup. Et merci Alain d'être là ce soir parmi nous. Merci d'être venu jusqu'à nous à Argenteuil et d'être donc revenu, c'est ce qu'on est en train de dire, puisqu'on vous a rencontré avec Sylviane et Marlène qui sont là, il y a 24 ans. Il y a 24 ans. Et Sylviane et Marlène étaient profs au lycée Romain Roland. Et on avait organisé une rencontre avec Alain Mabankou et Sylviane et moi pour le... Oui, il est mort. Oui, il est mort depuis. Voilà. Il nous a précédé. Voilà, et donc c'était une rencontre formidable. J'en ai encore des souvenirs merveilleux de cette rencontre. Et je sais qu'on en a fait des rencontres au presse-papier depuis, mais vraiment celle-ci. Mais d'abord, c'était une des premières rencontres qu'on a fait ici, dans ce lieu-là, dans cette librairie-là, puisqu'avant on était un peu plus bas sur l'avenue. Et voilà, et donc c'est des rencontres. D'abord parce que le livre était formidable, et puis c'était une rencontre très joyeuse, et on en a un très très grand souvenir. Voilà. Et donc voilà, Bleu, Blanc, Rouge, c'était le livre pour lequel on avait fait la rencontre à l'époque. Il y a 24 ans. Il y a 24 ans. Non, c'était en 2000. Non, c'est en 98. À la sortie de Bleu, Blanc, Rouge. 98. 98. Oui. Ça fait 24 ans. Ouais. Et ce que je disais à madame, mais comment vous avez fait pour ne pas m'inviter pendant 24 ans? C'est vrai, mais on va s'attraper. Et surtout parce qu'on a lu des livres formidables. Et moi, la deuxième... Mais j'étais dedans, moi. Oui, les vôtres. Et moi, voilà, le deuxième choc littéraire pour moi, d'Alain Mabankou, ça a été Vers cassé. Ça a été un livre incroyable. Moi, ça a été vraiment À l'époque, c'est vrai qu'on n'avait pas Nicolas qui nous organisait les rencontres. Et on courait partout. C'est vrai qu'on faisait moins de rencontres. En réalité, c'est pour ça qu'on ne voulait pas. Mais voilà. Et ça a été Vers cassé, ça a été les mémoires du porc épic pour lesquels vous avez eu le prix. Même quand j'avais les Renaudot. C'est ça. Et donc, du coup, moi j'ai trouvé que Le commerce des allongés, c'était vraiment un livre dans l'esprit de Vers cassé de mémoire. J'ai retrouvé dans Le commerce des allongés l'esprit, la fantaisie. C'est un livre vraiment incroyable, ce commerce des allongés, qui nous raconte l'histoire de ces morts qui sortent de leur tombe pour aller expliquer aux autres qui viennent d'arriver comment ça fonctionne dans un cimetière. Et puis, d'ailleurs, j'ai noté la phrase parce que c'est pitoyable de tomber sur des gens qui sont morts et qui ne savent pas ce qu'il faut faire après. Et ça dit tout le ton du livre. Voilà, un livre, mais alors un livre drôle, évidemment, parce que Alain, il ne sait pas faire autrement. Hein. Mais un bel hommage aussi à votre pays, au Congo. Votre pays de naissance, c'est vraiment un très beau livre sur ce pays. Et puis un beau roman social, où la lutte des classes se poursuit au royaume des morts. Voilà, et donc j'arrête comme ça. Et puis juste, alors deux choses, oui, je voulais vous parler. Donc la prochaine rencontre, c'est avec Valentine Gobi, sur son livre L'île haute, formidable livre. Alors franchement, j'adore Valentine Gobi aussi. Mais moi, je pense que c'est le livre, c'est mon chouchou. Voilà, de Valentine Gobi, je trouve que vraiment il y a tout dans ça. Alors, surtout, ne ratez pas cette rencontre qui aura lieu, je ne me souviens plus, le 14 décembre. Merci. Et puis, le 10 décembre, donc le soir, à la
après la fête des commerçants, le 10 décembre, à 18h30. On vous invite, si vous voulez, si vous avez un peu de temps, à venir boire un verre avec nous pour le vernissage de l'expo qu'on a en ce moment dans l'escalier, qui est l'exposition de Jean-Marie de Roche, qui est un peintre ami qu'on expose régulièrement, avec qui on fait des expos régulièrement, voilà, et qu'on aime beaucoup. Et donc, du coup, on fêtera ça le 10 décembre, le soir, à partir de 18h30. Voilà. Et puis bah, je vais faire. Non, vous applaudissez. Bon, alors, bonjour Alain Meroncourt, merci d'être venu après toutes ces péripéties. Alors, est-il besoin de vous présenter? Apparemment pas, puisque... Si, il y a 24 ans que je suis là. Les gens oublient, donc ça fait 24 ans. On peut rappeler que vous êtes né au Congo, à Pointe-Noire, le lieu principal de ce roman. Alors, il y a quelques années, on pourrait dire votre grand âge. On est sélections intactes. Vous avez de nombreux romans, mais vous avez commencé par la poésie, vous êtes également essayiste, vous dirigez maintenant une collection de poésie chez Point Seuil, la collection de poche de chez Seuil, vous enseignez à l'université de Californie, vous avez même maintenant invité par Antoine Compagnon, je pense, une chaire au Collège de France. On a vu récemment, encore cette année, là, un très bon film documentaire qui s'appelle Noir en France. Je ne sais pas si vous l'avez vu, on peut probablement le revoir encore en anglais, qui est formidable. Et comme Catherine a dit, vous êtes comblé de prix, on n'a pas tous les énumérer, mais il est vrai qu'on a eu vraiment un coup de cœur pour ce livre-ci, qui personnellement, je trouve, est un peu dans la veine des mémoires du porc-épic, Et c'est un livre qui est, on l'a dit, très vif, très, très drôle, très inventif, mais qui n'est pas que cela. Et c'est là-dessus que on discute aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de discussions politiques, mystiques, beaucoup de considérations également sur la littérature, parce qu'il y a beaucoup d'allusions littéraires, de choses comme ça. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce livre. Mais alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, puisque nous sommes aux éditions du Seuil, justement, je voudrais vous interroger sur deux seuils qu'il y a à ce livre. Les seuils, vous savez, c'est ce qu'il y a avant le texte, en fait, c'est-à-dire le titre, la couverture, les dédicaces, ces choses comme ça. Le premier, très simplement, qu'est-ce que ça signifie pour vous d'être publié dans la collection Fiction et compagnie, qui est une collection du Seuil qui a été créée par Denis Roche en 1974, je crois, et maintenant c'est Bernard Commande qui la dirige. Quelle est, s'il y en a une différence d'approche entre cette collection-là et la collection de romans qui est le Cadre? Donc, merci donc de me donner la possibilité de me présenter à ce public qui me manquait depuis fort longtemps. Et donc, en revenant ici, je ne savais pas que je revenais sur les traces de ma genèse et même aussi de la jeunesse, si on peut jouer les faux jeux de mots, parce que si une librairie avait pris le courage de m'inviter à signer en 1998, où j'étais connu que par mes collègues de classe et quelques-uns, c'est que c'est une librairie qui commençait les choses avec un enthousiasme irréprochable. Donc en revenant ici, j'ai pas trop reconnu les lieux du crime. Je suis arrivé, je me suis dit, ça m'avait l'air de quelque part où j'étais, mais bon, tout ça, ça a grandi, ça s'est agrandi, et finalement, c'est quand j'ai commencé à monter les escaliers, qu'on a commencé à en parler, que les pièces s'est reconstituées petit à petit pour me donner une sorte de triptyque qui commençait depuis la naissance, l'adolescence, puis l'âge adulte que je suis.
parce que je n'ai pas encore entamé le crépuscule. Mais le crépuscule a la beauté de la sagesse. Donc j'ai hâte d'arriver au crépuscule sans regret, puisque j'aurai rempli tous mes vers et tout ce que j'aurais fait. Et donc quand j'ai reconnu tout cela, eh ben, je me suis senti que j'étais peut-être en bonne situation. Et puis vous, on se croit souvent dans les salons du livre. Et chaque fois, ils viennent et il faut venir. C'est pas faute, parce que vous aurez pu défendre des libraires en disant non, je vous ai souvent abordé dans les salons, mais vous n'avez jamais pu, parce que plusieurs fois, il m'a vu. Et ben oui, mais il faut venir. Et la dernière fois, il avait une certaine prestance dans la manière de demander ma venue ici. Et il a mis quelque chose d'exceptionnel et j'ai appelé, je ne sais pas, Catherine ou les gens de chez, j'ai dit, il faut prendre ça au sérieux là-bas. Et donc ils ont pris ça au sérieux. Et s'il avait dit, mais non, venez, ça fait 24 ans que vous n'êtes pas, je serais venu vite. Voilà. Donc pour revenir au Seuil, le Seuil est une maison d'édition, donc l'une des plus grandes maisons d'édition avec Gallimard et Grasset. Nous on disait toujours Galli-Grasseuil, parce qu'ils se partagent toujours les prix littéraires chaque année et ils ont tous les auteurs. Et à l'intérieur du Seuil, il y a des collections. Si vous publiez des romans normaux au Seuil, vous êtes publié dans une collection où il y a une sorte de cadre rouge. C'est une fenêtre rouge qui est comme ça, où j'ai publié Vers cassé, Mémoire de Porc-Épic, Black Bazaar, et puis Black Bazaar, je sais pas. Oui, Black Bazaar. Donc, et puis tout d'un coup, j'avais décidé d'aller dans une collection qui s'appelle Fiction et compagnie. Mais c'était une décision que j'avais prise à l'issue de l'éviction de celle qui était mon éditrice à l'intérieur du Seuil. Il y avait une jeune femme qui s'appelait Émilie Colombani, qui est éditrice au Seuil, qui aujourd'hui dirige maintenant la fiction sur Rivage. Il publie Daniel Michael Bonnefoy, Mackenzie Oxel, voilà. Et donc, cette éditrice, on avait une histoire commune. C'est-à-dire qu'elle était venue toute stagiaire, c'était une stagiaire qu'on venait d'embaucher aux éditions du Seuil, elle travaillait à la poubelle. La poubelle, ça veut dire vous êtes à l'accueil de tous les manuscrits pour écrémer. Ça c'est bien, je mets à côté, ça c'est nul, je mets là. Donc je mets à côté pour proposer au comité de lecture. Il y a d'abord un premier tri, donc quand ça vient dans la poubelle, et puis on regarde, on lit les premières pages, ça démarre bien, je mets à côté, on met à côté. Et donc c'est elle qui avait découvert le manuscrit de Vers cassé que j'avais envoyé, alors même que je vivais dans le Michigan. J'envoie par la poste, et puis elle découvre le manuscrit. Et je reçois une lettre, un email me disant, monsieur, je ne suis pas, je vous ai jamais lu, je ne sais pas où vous êtes, etc., mais votre manuscrit m'a fait rire et j'ai décidé de le présenter au comité de lecture. Donc, je le présente au comité de lecture, après, ça arrive là-bas, il y a 3 non et un oui. Et là, on refuse. Et au bout d'un moment, mais elle avait l'opiniâtreté d'une sanction des marécages du Katanga. Donc elle dit non, je ne vais pas laisser ça comme ça. Et elle est allée voir le directeur qui s'appelait à l'époque Claude Cherki, le directeur du Seuil qui avait été condamné pour délit d'initié, donc du coup décapité des éditions du Seuil. Et il va voir le directeur et dit écoutez, moi j'ai vu un livre là, il n'y a que des virgules partout, et c'est un soulard qui raconte la vie, ça me plaît, mais il y a 3 personnes qui disent non. Bon, le directeur dit je regarde, il lit un peu, après il dit bon, publiez-le, ça ressemble au livre qu'on a déjà publié des Kourouma, des Sony Laboutansi, il n'en vendra pas beaucoup, mais bon, quand il aura de la bouteille, on pourra en faire un écrivain un jour. Et donc voilà, il met sa voix de président, c'est pas grave, on va publier ça à 1500 exemplaires. Et c'est là qu'ils ont publié Le Vers cassé et qui a foutu la pagaille. Parce qu'ils voulaient tirer 1500, ils ont vendu 75 000 exemplaires. C'est allé jusqu'à. Ça a failli prendre le Renaudot à l'époque contre Nina Bouraoui. Les stocks ne me parlaient plus. Gallimard était fâché contre moi parce que j'avais retiré le manuscrit. Et le livre a marché. Et avec la même, c'était le premier livre que publiait cette femme.
qui travaillait aux poubelles. Ah, dis, mais comment? Il faut l'enlever aux poubelles. Voilà, on l'a sorti de la poubelle, on lui a donné un bureau à côté, et il a dit, toi tu restes là pour publier cet Africain-là. Alors là, il n'y a pas de problème. Et donc nous, on était là, et puis j'envoie un deuxième livre à la petite, Mémoire de Porc-Épic. La petite, on gagne le prix dans le dos. On dit, mais il faut changer de bureau, là, c'est petit. On l'a monté dans un bureau grand, et là, pendant je prépare, voilà, et puis je donne encore Black Bazar. Ça marche encore. On dit, mais il n'y a plus de place pour lui donner notre bureau. Donc, ce qu'on a fait, et arrivé là, il y avait des changements dans la maison. Et Laure Adler arrive comme présidente du Seuil. Il arrive, le premier changement qu'elle dit, la fille là qui publie Mabankou là ne doit plus la publier, Mabankou c'est moi, Laure Adler, qui doit être son éditrice. Et donc, paf, la fille dit non, c'est moi qui l'ai découvert, donc la bagarre, hein, comme dans un marché des Brives-la-Gaillarde, hein, ils se sont mariés là-bas, et après, elle m'écrit, on me dit, m'a viré. Moi, je dis, mais non, si on te vire, moi aussi, il faut qu'on me vire. Et je dis, mais non, toi, tu peux pas. J'ai dit, non, donc ça va et tout, et puis hop, j'ai décidé d'aller chez Gallimard. Je prends le téléphone, j'appelle ce Gallimard. Est-ce que je pourrais parler à un éditeur? Oui, mais il y a Jean-Marie Laclavetine. Paf, je parle. C'est Alain Mabankou. Oh, ça fait longtemps que vous attendez. Je vais au rendez-vous avec Jean-Marie Laclavetine. Paf, il y avait Antoine Gallimard qui était là. Déjà, qui caressait le bout d'un chéquier. Donc, voilà, il dit, mais je dis, c'est pas encore de manuscrit, c'est pas grave. Voilà, on fait le contrat et puis on met un titre provisoire en attendant que vous écrivez. Et c'est là que j'ai donné à Gallimard, demain j'aurai 20 ans, qui est parmi mes livres d'affection, puisque c'est mon enfance, c'est le début de ma biographie. Et au fond, donc je suis resté là-bas, et après, c'est là que je réponds à la question, mon pauvre, et après, rechangement de direction là-bas, Olivier Bétourné revient aux éditions du Seuil, qui quitte Albert Michel, mais il était déjà là à l'époque, il revient, il regarde les auteurs, il dit, mais qu'est-ce que ce Mabankou fait tout seul chez Gallimard là-bas? Il dit, mais non, il faut le ramener. Et puis, il m'invite manger à la Méditerranée, un bon restaurant où si vous avez les jumelles, vous savez qui va être volé comme auteur. Donc, on arrive là, on mange, il me fait un grand discours, la maison c'est à toi, tu vois, tu représentes l'Afrique pour nous, tu représentes le monde. Maintenant, tu ne peux pas rester chez Gallimard, c'est froid, et voilà, ils ont la Pléiade, mais ça ne s'achète pas. Donc, il a dit tout le mal du Gallimard qui soit. Après, je dis, mais j'ai accepté un chèque, c'est pas grave. On te met ce que tu as accepté dans ton compte, et puis tu vas leur dire que tu trouveras un alibi. Et puis moi, le lendemain, je vais chez Gallimard, je dis, je crois que je ne peux pas publier le prochain livre. Il dit, mais pourquoi? Ouais, je ne suis pas inspiré, mais le Gallimard dit, il n'y a pas de problème, on peut attendre 10 ans. En fait, ce n'est pas question d'espérer, je ne me sens pas bien. Il dit, mais vous voulez qu'on révise le contrat? J'ai dit, non, ce n'est pas une question de révision, mais je crois que j'ai une certaine... Je dois réfléchir, donc je préfère vous rendre l'argent. Il dit, mais non, mais les auteurs, ils ne rendent pas l'argent. Au contraire, ils en demandent. J'ai dit, non. Et ils étaient étonnés, hein, parce que, je sais pas, à l'époque, c'était quand même plus de 30 000 balles, quoi. Donc, je rends comme ça, et ils ont même dit, mais lui, là, il est fou, les auteurs, ils rendent pas l'argent. Ah, mais quand j'ai rendu l'argent, la rentrée suivante, paf, lumière de Pointe-Noire. Ah là, Antoine a dit, mais attends, mais il paraît que tu étais sans idée là. Donc, mais j'avais donc choisi la collection Fiction et compagnie parce que quand je suis revenu, mon éditrice n'étant plus dans cette collection carrée, j'ai regardé dans toute la maison, j'ai dit où est-ce que je peux habiter, j'ai choisi ma chambre, j'ai dit là, parce que dans cette collection, ils n'ont jamais publié d'Africain. Jamais. Il y avait les Lydie Salver, les Volodine, les Fleischer. Moi, je dis, mais c'est quoi cette attitude bizarre-là? J'ai dit, moi, je vais publier là. Donc, du coup, je suis allé, même s'ils ont leur truc, il faut une écriture originale dans la forme ou quoi. Mais ce que j'écris aussi peut rentrer, vers classé peut rentrer. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi domicile. C'était long, mais. Non, mais ça faisait 24 ans que j'attendais ces moments.
Je termine. Je vais passer à La deuxième partie de la question. Mon frère, si vous m'avez invité chaque année, vous n'allez pas poser la question. Hein. C'est pas ma faute. Bon, on y va. À partir de maintenant, vous savez. Ah, ouais, il y a des témoins là. Et si je sors un livre, je dois venir. Quand même, la patience, ça c'est limite. Et le deuxième seuil, donc, c'est la dédicace, parce que vous faites une dédicace qui a évidemment une valeur personnelle, évidente, à votre mère, à votre père et aux jeunes que vous avez rencontrés quand vous avez terminé l'écriture du livre. Et cette dédicace, elle nous parle des contes, des fables plutôt. Elle dit en gros que votre mère vous racontait des fables, que votre père la contrariait toujours, disait mais non, c'est pas comme ça, etc. Et que les jeunes maintenant vont prendre probablement le flambeau de ces fables. Et je me demandais si ça n'était pas tout simplement un peu une métaphore un peu de la littérature et de ce roman en tout cas qui est voilà, un héritage, une fable, c'est-à-dire quelque chose qui a une autre portée que ce qu'il raconte, la contradiction donc, qui fait avancer un peu les choses, et la transmission. Oui, je pense que vous avez vu juste dans le sens, je voulais montrer dès le départ que avec ces livres, je m'inscrivais dans la tradition orale, dans le conte, dans le récit. Vous avez mis la connexion avec Mémoire de Porc-Épic. Le commerce des allongés est un enchevêtrement, est une sorte de mélange un peu hétéroclite de plusieurs histoires qui sont des légendes, des mythes, mais aussi de la réalité. Parce qu'en Afrique, on n'a jamais séparé la réalité de la légende, la réalité de la surréalité. C'est comme si on vous mettait de l'huile dans l'eau, puis on vous dit séparer l'huile de l'eau, ça va prendre du temps. Hein? Vous allez peut-être réussir, mais il faut une formule kabbalistique. Hein? Est-ce que si je boue, l'eau va bouillir avec l'huile. Si je sépare, mais il y aura toujours une robe d'huile, donc c'est toujours difficile dans cette vie où on ne sait pas ce qui est vrai et on ne sait pas ce qui est faux. Et moi, j'avais la chance où mes parents, chacun, voulait toujours me raconter des histoires. Parfois, tu vois, ma mère a passé toute la nuit à raconter comment un bossu était devenu le roi dans tel moment. Mon père qui écoutait d'un détaché, le lendemain, quand ma mère n'est pas là, il dit « Tu sais l'histoire qui t'est racontée là, ça ne s'est pas terminé comme ça. » Voilà. Et hop, j'ai une deuxième version. Et donc, moi, je me dis perplexe, je dis « Mais là, ça s'était bien terminé, là, ça s'est mal terminé. Qui a raison ?» Et donc, moi, j'étais la petite rivière qui passait au milieu du village. Donc, je recevais tout ce que les habitants jetaient à l'intérieur de mon lit et j'étais chargé de charrier tout cela vers les embouchures pour que ce soit déversé un jour dans le grand océan. Et le grand océan, c'est ce roman. Voilà. Merci. Et avant de me lancer dans cette première grande partie qui est en fait le moment où notre défunt, notre héros, va jaillir de sa tombe et va... N'ayez pas peur, hein, ça fait rire. Voilà. et va être amené à nous raconter son histoire. Je voulais me prémunir, mais on aura compris que vous êtes un homme bon. Vous dites, à propos des questions un peu plus loin dans le livre, enfin, vous faites dire à un personnage, les Congolais ne comprennent jamais les questions simples, ils donnent toujours des réponses compliquées qui en fait sont des questions déguisées. C'est pratiquement ce qui... c'est pour ça qu'il ne faut pas faire un référendum au Congo. Parce que quand on fait un référendum, le peuple passe son temps à recomposer la question, au lieu de répondre à la question. Hein? Voulez-vous avoir l'indépendance? Attendez, en 1950, ils vont faire des discours pour savoir d'abord, il faut qu'on sache qu'est-ce que l'indépendance. Pendant ce temps, la question est posée, et là, en l'occurrence, c'est une histoire grave, puisque c'est le président de la République à qui on déconseillait de faire un référendum sur la question de est-ce qu'il fallait que les riches
aient leur cimetière d'un côté et les pauvres aient leur cimetière de l'autre, puisque les riches ne voulaient pas être enterrés à côté des pauvres, parce que les pauvres ne savent pas mourir. D'ailleurs, cette histoire-là, je n'avais pas prévu de poser cette question, mais maintenant que vous l'avez dit, en lisant le livre, cette histoire de cimetière des pauvres, cimetière des riches, etc., je ne sais pas si vous y avez pensé, ça, ce que vous avez dit tout à l'heure m'incite à le penser. Ça me fait penser beaucoup à certaines chansons de Brassens, par exemple, la balade des cimetières, les choses comme ça, où justement il y a toujours des histoires de cimetières des pauvres, cimetières des riches, comme il y avait à Sète d'ailleurs. Mais parce que je suis un fanatique de Brassens depuis fort longtemps, dont j'avais eu d'ailleurs le prix Georges Brassens avec Demain j'aurai 20 ans, puisque il y a dans ce livre mon père qui avait le magnétophone et qu'on lui avait donné par un blanc, et la seule cassette qu'on avait, c'était Auprès de mon arbre. Hein? Donc c'était là, voilà, auprès de mon arbre, je vivais heureux. Donc on a pour la première fois un magnétophone, on n'a qu'une seule cassette, c'est l'album Auprès de mon arbre que mon père joue tous les jours. Et ma mère et moi, on est là, on écoutait toujours, voilà, le prénom de chêne, me va comme un con, avec ma femme, j'ai foutu le camp. Donc tous les jours, au bout d'un moment, ma mère exaspérée, elle dit, mais Roger, tu n'as pas marre de ce blanc-là qui pleure un arbre tous les jours? Nous avons des arbres partout là dans la forêt. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. Mais pourquoi il ne plante pas un autre arbre? Donc là, en question aussi, c'est, vous savez, la balade des cimetières, ça existe. Hein? Brassens, j'ai écouté beaucoup quand je faisais cette chanson. J'ai des tombeaux en abondance, des sépultures à discrétion. Donc c'est et les Khazars aussi, la chanson qui s'appelle Les Khazars, qui est l'histoire d'un enterrement où le mort ressurgit de sa tombe. Voilà. C'est bien parce que c'est la première fois que quelqu'un me pousse dans les sentiers de Georges Brassens. Hein? Et tous ces critiques du Figaro là qui pensent qu'ils ont inventé quoi que ce soit, ça se passe ici à Canton. Voilà. On peut peut-être rentrer dans le vif du sujet. Ça, c'est le vif du sujet. Non, mais quand vous avez eu une victoire comme ça, ne la sous-estimez pas. On pourrait peut-être lire, si vous voulez, le début, par exemple, jusqu'ici, qui nous donnera une impression. D'abord, qui nous introduira au texte et puis qui nous donnera une impression de... D'accord. Donc, le chapitre... Le premier chapitre s'appelle Nouvelle vie. Donc vous voyez que c'est une nouvelle vie qui vient de commencer. Tu ne cesses de te le répéter au point d'en être désormais convaincu. Une nouvelle vie a débuté pour toi il y a moins d'une heure lorsqu'une secousse a écartelé la terre autour de toi et que tu as été comme aspiré par un cyclone avant d'être projeté là où tu te retrouves maintenant, au-dessus d'une éminence de terre dominée par une croix en bois toute neuve. Je respire, je vis, t'étais-tu à ce moment-là murmuré en signe de victoire. Mais à présent, alors que la clarté du jour pointe à l'horizon, tu n'es plus du tout habité par cette certitude. Les images qui te hantent sont plutôt celles de tes dernières heures, celle d'un trépassé cloîtré dans un cercueil et conduit en grande pompe dans sa demeure finale, ici au cimetière du frère Lachaise. Tu ne parviens donc pas à te détourner de ces réminiscences et revois le long cortège t'accompagner dans les principales artères des quartiers de Pointe-Noire. Cette promenade de cadavres qui précède l'enterrement est une pratique courante dans la ville. La population l'accueille tel un hommage à la mémoire du défunt qui s'en irait avec des images d'allégresse. Tu es ainsi porté par 6 colosses à la musculature saillante, aux épaules carrées et vêtus de costumes blancs avec des chaussures vernies noires à bout pointu. Ils exécutent une commande et ne sont pas là pour comprendre les raisons de la disparition de l'individu qu'ils colportent. Ils s'en tiennent à l'itinéraire indiqué par les familles éprouvées. Personne n'entendra leur voix tout au long de la procession. Calé dans le cercueil, pendant qu'on te balade à travers les ruelles les plus tortueuses, tu anticipes ce qui adviendra au terme de ce périple.
Tu as déjà assisté au défilé funéraire de ce genre, dont certains transitaient par la rue du Joli Soir, où tu as habité avec ta grand-mère jusqu'à ta mort. Tu es de ce fait conscient qu'à la fin, on te conduira au Frère-Lachaise, où tu ne seras plus qu'un disparu parmi des milliers et des milliers d'autres. Si tu as de la chance, tu recevras chaque année d'autres visites que celles de ta grand-mère mal aimée. Tu découvriras de jolis bouquets de fleurs au-dessus de ta tombe les jours de la Toussaint ou de la fête de l'indépendance, quoique dans ce dernier cas, ce serait une sorte d'ironie du sort, puisque la cause de ta disparition est liée à la célébration de cet événement national. Puis, une fois que tu auras été enseveli, le temps s'immiscera dans l'affaire. L'oubli recouvrira la détermination de ceux qui te connaissaient jusqu'à cette période de la saison sèche où tu ne verras plus une seule âme s'aventurer devant ta tombe. Celle-ci sera prisonnière de mauvaises herbes et hantée en permanence par des espèces variées de lézards ou de serpents noirs qui, d'après les légendes de ton ethnie de Babembe, sont des âmes sans domicile fixe. En un mot, des défunts ayant tellement suscité de tort sur terre qu'ils auraient été métamorphosés pour de bon en reptiles de cimetière. Voilà. Merci. Merci. Oui, alors beaucoup de choses à dire sur ce début, dont vous aurez apprécié, j'imagine comme moi, l'idée finale qui est très politique de la vie qui passe, enfin du vent qui passe sur les tombes comme ça et qui se déroule. La vie de la mort, en quelque sorte, se déroule comme une vie avec peut-être l'abandon, les choses qui s'abîment et puis les gens qui désertent. Mais alors, la première chose qui m'a frappé, en fait, c'est que ce mort ne nous parle pas tout de suite comme un mort, c'est plutôt comme quelqu'un qui fait une expérience, comme on dit, de hors corps, c'est-à-dire quelqu'un qui est au-dessus de lui et qui se regarde. Et alors c'est un nom d'ailleurs en anglais, j'ai trouvé ça, ça s'appelle Out of Body Experience. Voilà. Hors du corps. Out of body. Hors du corps. Voilà. Exactement. Et je me suis demandé, notamment à cause de ce nom, j'ai pas mis ce mot dans mon roman parce que je ne fais pas des anglicismes. Merci, parce que j'ai vraiment demandé à ah là là, ça c'est une raison de ne pas lire le livre. Non, j'ai pas mis ça dedans. Voilà. C'est lui qui a trouvé le mot, moi j'ai fait que la traduction. Et ce qui justifie évidemment en partie ce tu qui nous intrigue au début, sur lequel on peut revenir tout à l'heure, mais j'avais noté un autre, alors c'est peut-être un détail, vous m'avez dit qu'au début pas qu'on décortique comme ça. Enfin, je tente la chose quand même, c'est que là c'est ce genre de roman, disons, il en existe d'autres, où c'est le défunt, où c'est un mort qui raconte le livre, qui raconte sa propre histoire. Et alors ça a un nom, ça a un terme barbare qui est l'autotanatographie. L'autotanatographie. Et je vous le cite parce que c'est un auteur du Seuil, justement, en 2018, qui a fait tout un essai là-dessus. Il s'appelle Frédéric Weinman, et ça s'appelle « Je suis mort, essai sur la narration thanatographique ». Bon, je ne suis pas dedans. Oui, parce que ça, c'est quand le mort raconte. Mais là, ce n'est pas le mort qui raconte, voilà. Là, c'est une voix impersonnelle qui est omnisciente. L'ethnographie ou l'automaturgie, ça, c'est quand le mort vraiment raconte. Donc, il est hors de son corps. Mais là, je voulais créer cette sorte d'intimité avec le tu. Le tu, c'est une voix impersonnelle. C'est comme quand vous écrivez un roman, à la troisième personne, il se leva, il but un verre et partit. Donc, mais vous ne savez pas qui a raconté, c'est une voix impersonnelle. Mais si je dis je me levais, je sais pas, je bus un verre et disparu, bon, vous savez que celui qui raconte, c'est moi-même le narrateur et je suis aussi le personnage. Mais si je viens, je dis tu te lèves, tu bois un verre et tu pars. Mais on sait que c'est quelqu'un d'autre qui parle, ce n'est pas la personne qui s'est levée, ce n'est pas quelqu'un d'autre, donc c'est une tierce personne qu'on ne voit pas et qu'on ne verra malheureusement. Donc c'est ça qui m'a permis d'échapper à la thaumaturgie, donc voilà, pour les thamatographie. Parce qu'effectivement, à un moment, enfin, en tout
tout cas pour moi quand je l'ai lu, cet usage du tu, Ouais. qui est d'ailleurs le premier mot du livre et qui aussi fait penser à tu du verbe taire Voilà. et tu Du verbe tuer. du verbe tuer, évidemment. Mais Il est fort. à divers moments du livre, je me suis dit, voyons, qui est-ce qui parle? Est-ce que c'est le personnage qui se parle à lui-même? Est-ce que c'est un narrateur extérieur, omniscient, comme vous l'avez dit? Ou alors, même à un moment, je me suis dit, tiens, c'est peut-être, par exemple, l'esprit, quelqu'un d'autre, par exemple, l'esprit de sa mère, puisque en l'occurrence, il est mort, enfin, sa mère est morte à sa naissance, donc il n'a pas connu, mais il est quand Bien même sûr. un peu en recherche, Bien sûr. et comme cette voix du narrateur, disons, qui lui dit tu, lui apporte beaucoup d'informations, lui raconte parfois des choses que lui-même n'a pas vécues, par exemple sur l'histoire de sa famille, etc. Oui. On a tendance à penser que c'est peut-être quelqu'un de sa famille qui connaît toute l'histoire. Oui. C'est le principe même du narrateur. Et je vous avoue qu'à un certain moment, j'avais pensé faire un traquenard dans le récit, peut-être de raconter ça au tu, et à la fin de dévoiler qui était ce tu-là. Après, je me suis dit, bon, ça n'aura aucune conséquence. Voilà, ça va simplement compliquer la tâche des étudiants qui vont faire des thèses en littérature. Voilà, ils vont encore, voilà. Donc, après, j'ai abandonné, quoi. Donc, mais sinon, à la fin, je me suis dit, bon, ça restait impersonnel. À la fin, je voulais faire de sorte que le tu, celui qui raconte, serait le gardien du cimetière. Voilà, qui était Mamba Noir à cette époque-là. Mais finalement, j'ai dit, bon, c'est encore mais compliqué la situation pour rien. J'ai bien terminé mon livre, je l'envoie. Voilà. Le personnage, une des premières choses qu'il fait, c'est qu'il vérifie son corps, c'est-à-dire il vérifie que tout marche bien, et ensuite on verra, il vérifiera le monde en quelque sorte, avant le visiter. Mais je saute un peu, plusieurs pas, ce corps qui est d'ailleurs tout à fait bien sapé, comme vous pouvez voir sur la couverture de l'Ousta. il y a une description qui est très savoureuse à lire. Deux questions sur ce corps, en fait. Ce corps, vous dites quelque part que, ou je vous ai entendu le dire, je ne sais plus, que le corps, c'est comme la maison dans laquelle l'âme va habiter. Oui. Et on a un peu ce sentiment dès le début, parce qu'on a cette voix qui lui parle, c'est aussi peut-être un peu son âme, d'une certaine façon. Et j'ai aussi buté sur ce mot de sapé, parce que je me suis dit, mais parce qu'on comprend vite qu'il a eu un problème, que sa mort n'est pas naturelle du tout, quoi. Et voilà, c'est un personnage qui sait saper, qui est sapé, mais dont on a sapé la vie aussi. Ah, genre, il est trop fort. Hein? Donc, on a sapé la vie aussi. Hein? Bon, disons qu'on a sapé la mort aussi, hein, parce que hein, on a sapé sa vie, on a sapé sa mort, on l'a sapé pour être bien dans le... Parce que quand vous mourrez, il faut être bien sapé quand même. Hein. Vous allez arriver, il y a des doyens qui sont déjà là-bas qui arrivent, on dit c'est qui ce clochard. Donc il faut toujours être bien sapé des pieds à la tête, à tel point quand vous arrivez à la porte, pour qu'on vous montre votre chambre, on va dire il était bien arrivé, parfumé, bien rasé, bien parfumé, les chaussures, tout. C'est pour ça qu'il avait pris le soin d'être habillé, mais quoi qu'il s'était habillé aussi pour d'autres heures. Oui, je pense que les jeux de mots peuvent aller, sauf que l'autre sap, c'est pour l'habillement. La société des ambianceurs et des personnes élégantes. SAPE. Voilà, une autre invention qui est, j'ai trouvé formidable au début, c'est qu'on s'aperçoit qu'il voit tout à l'envers. Enfin, il s'aperçoit que ce qui est devant lui, il le voit derrière, qu'il a la tête envers, etc. Et ce monde inversé, à un certain moment, je me suis dit, mais est-ce qu'il voit le monde inversé parce qu'il est mort, ou alors est-ce que c'est parce qu'avant, sa perception du monde n'était pas juste,
et qu'il a l'impression maintenant de le voir à l'envers, alors que peut-être est-ce qu'il le voyait déjà à l'envers auparavant. Et en plus, cette expression d'envers, évidemment, ça nous fait penser à l'envers du décor, quoi. Ah, voilà. Et à l'envers du corps aussi, puisqu'on est à l'envers. Voilà. Moi, je pense que ça fait partie de nos croyances. Quand on était gamin, on nous expliquait que quand vous mourrez, vous rentrez dans un monde où il faut faire le contraire de ce que vous faisiez dans la vie. Donc, quand vous voulez, je ne sais pas, aller tout droit, en fait, il faut reculer. Quand vous voulez aller à gauche, il faut aller à droite. Quand vous voulez, je ne sais pas, utiliser la main gauche, utiliser la main droite. Et donc, quand mon personnage arrive dans l'autre monde, il a les choses sens dessus-dessous, puisque le ciel est en bas, la terre est en haut, les arbres poussent dans le sens contraire de la pesanteur, les oiseaux aussi volent dans le sens contraire. Hein, donc, vous voyez l'oiseau comme ça, il dit, mais c'est bizarre quand même, les pattes en haut. Donc, tout cela, et ça lui donne des vertiges, il ne comprend rien. Et il se dit qu'il y a une route qui mène vers là-bas, laisse-moi aller vers cette petite maison que j'aperçois, mais il fonce. Quand il fonce, la maison s'éloigne. Pourquoi elle s'éloigne? Parce qu'au lieu pour aller tout droit, il faut reculer. S'il avait reculé, il s'avancerait vers là-bas, mais il va toujours vers l'objet qui est là. Donc j'ai essayé de reconstituer toutes ces obsessions que nous avions, ce que cachaient les contes et légendes que mon père, ma mère me racontaient. Comment? Quand ma mère me racontait l'arrivée d'un esprit, mais vous le croyez? Les sols tremblent, poussière, tout d'un coup les arbres deviennent déchaînés, et puis l'argile, boum, la forme physique apparaît. Et vous êtes content, vous commencez, voilà, et puis le corps est là, le beau jeune homme est sorti, voilà, il rentre quelque part, et il y a une fille qui tombe amoureuse, ah, je veux ce garçon, le garçon dit laisse tomber, non, moi je veux me marier avec toi, non. Et chez nous, souvent, quand, à l'époque, là, dans les villages, quand vous avez croisé un monsieur, ou quand vous avez croisé une femme, vous allez suivre ce monsieur et dire, tu dois m'épouser, donc je vais à la maison, je l'amène. Et les belles filles, ben, ils suivent ce beau jeune homme, et comme dans plusieurs livres de littérature africaine, vous arrivez dans un quartier, et le monsieur, le beau jeune homme a dit, attendez-moi là, il arrive, il rembourse le pied qu'il avait emprunté à quelqu'un. Et il enlève le pied, il donne, et puis vous avez maintenant quelqu'un qui dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Ah non, il a remboursé. Juste qu'il rembourse tout le corps, il va rester que le crâne. Voilà quoi. Donc ça, c'est dans l'ivrogne dans la bourse, par exemple, d'Amos Tutola. Voilà. Donc on sent peut-être que moi, j'ai toute cette dimension que j'ai prise d'imaginer ce qu'était l'autre monde et de faire de sorte que je ramène un personnage qui va l'aider à retrouver le sens des choses, parce que moi je ne vais pas non plus écrire un roman où je vais dire, cher lecteur, vous êtes arrivé à cette page, maintenant il faut reculer pour lire. Hein? Si j'aurais pu faire ça comme en arabe, hein, voilà. C'est comme un négatif de la vie. Ah ben voilà, on a tout compris, comme un négatif de la vie, un cliché de la vie. Et alors, d'ailleurs, ce personnage va devoir non seulement revisiter ce qui s'est passé pendant les 4 jours de son deuil, puisqu'on va voir les 4 jours qui sont avant son enterrement, toutes les cérémonies, toutes les rites, etc. Il va visiter des personnes ou des endroits qu'il a connus, etc. Et on sait qu'il ne fait pas tout ça pour rien, mais parce qu'il a quelque chose à régler. Il a alors au début on pense que c'est peut-être une vengeance ou quelque chose à terminer, mais c'est autre chose. Et je me demande si ce qu'il a à accomplir, ça relève pas d'un certain parcours initiatique, un peu, si c'est pas un peu un livre d'apprentissage aussi, ce mort dont la vie est terminée. Peut-être que c'est maintenant qu'il va apprendre à bien lire. Je pense que c'est à la fois aussi un livre d'apprentissage pour lui, le personnage, mais c'est un livre aussi de sacrifice, parce que ce qu'il s'apprêtera à accomplir non seulement aura des influences sur sa propre existence, enfin, sa propre mort, mais aura aussi de l'influence sur le destin de la ville. Parce qu'il sait que le combat qu'il va mener, en allant rechercher les causes de sa mort, en allant rechercher l'auteur ou les auteurs de la mort,
il va ouvrir beaucoup de choses, il va ouvrir des combats, il va ouvrir tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est peut-être obsession, et à la fin, il faudra être fort. C'est pour ça qu'avant de descendre dans la ville, il va rencontrer un certain nombre de personnages, et je sais très bien qu'un des personnages les plus mystiques, c'est une femme, la femme Corbeau, qui va lui dire que si vous avez eu la chance de ressusciter, et que si vous voulez encore aller dans le monde des vivants, n'y allez que si vous allez accomplir une mission qui donnerait de l'amour à ceux qui en ont manqué durant toute leur existence. Ça ne sert à rien d'aller là-bas pour votre propre égoïsme, mais retourner chez les vivants pour rendre leur vie heureuse. Et donc c'est peut-être aussi dans ce sens que pour lui, c'est une mission, une sorte de mission. Est-ce qu'il, ce qu'il va accomplir en retournant dans le théâtre de la vie sera plus important que s'il s'était resté dans sa tombe, tranquillement dans la position de l'allonger, pour reprendre le titre du livre, et attendre qu'un jour, s'il a de la chance, que son esprit s'envole, aille rentrer dans le ventre d'une femme qui vient de tomber enceinte pour faire un bébé. Parce que chez nous, c'est ça qu'on dit toujours. On ne meurt pas. Quand vous mourrez, l'esprit sort et va chercher quelle est la femme qui va être enceinte. Et donc, quand tu arrives là-bas, depuis une semaine, je suis enceinte, boum! Il rentre dans le ventre de cette femme. Bon, la nature a fait que quand même, hein, si c'est deux blancs, on ne va pas faire rentrer un noir dedans. Sinon, hein, il y aura l'investigation sur les voisins noirs qui sont à côté. Donc, on a essayé que l'esprit continue à durer parce que dès que nous mourrons, on va dans le autre monde, on rentre dans le ventre de quelqu'un, on va naître pour avoir... La vie n'est jamais morte. Elle se transmet. Voilà. Il y a beaucoup dans ce livre, là, je cite un ou deux, mais très rapidement, hein, un vocabulaire tout à fait choisi, tout à fait poétique. Par exemple, j'avais noté un moment où parler des poissons aux écailles flavescentes. Flavescentes, ça veut dire qu'ils tirent sur le jaune. Voilà, mais on est dans les mythes, on est dans les légendes, donc le vocabulaire peut être à la fois normal, mais de temps à autre emprunter des accents voilà, très lyriques, très poétiques. J'aimais bien ces images de voir ces poissons à l'intérieur d'une onde très pure, claire. Et voilà, il y en a vraiment beaucoup dans le livre, aussi soit des allusions littéraires ou des choses qui nous font penser à d'autres textes, puisque c'est l'intertextualité, comme on dit, c'est le fait de mêler des textes qui existent déjà, de les faire rentrer dans un texte qu'on écrit. Comme par exemple, vous avez un chapitre qui s'appelle Comme l'envol de Cormoran. Et comme l'envol de Cormoran, ça nous fait penser à comme un vol de Gerfaut aussi. Comme un vol de Gerfaut au-dessus du charnier natal, qui est tout à fait dans le thème du roman. Enfin bon, bref. Donc on l'a dit tout à l'heure. Donc il s'envole, il survole un peu sa vie, etc. Et ce qui est très frappant, c'est que c'est une sorte de rêve en même temps, puisqu'il s'est endormi et il fait un long rêve. Et dans ce rêve, comme dans les rêves en général, le temps et les faits ne cessent de se mélanger. Le temps n'est pas du tout forcément chronologique. On passe dans des associations d'idées, des choses comme ça. Et je me suis dit, mais est-ce que ça n'est pas aussi un peu le propre du roman et la réflexion du roman que de mêler, comme dirait Ricoeur, temps et récit, quoi, en fin de compte. Oui. Je pense que c'est l'avantage du roman, c'est que je peux vous parler de 4 siècles à l'intérieur d'un roman, ou même des milliers d'années. Si j'écris un chapitre et arrivé à la fin du chapitre, j'ai mis un point et je commence dans une nouvelle page, au milieu je dis 100 ans plus tard. Vous avez fait un saut dans le temps. Mais dans la vie actuelle, l'espace temporel se vit minute par minute, seconde par seconde. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aujourd'hui me presser d'être demain.
Quel que soit ce que vous allez faire, on attendra tous demain en dormant. Hein. On doit d'abord dormir, demain arrivera demain. Mais dans le roman, je peux vous anticiper. C'est pour ça que les éléments les plus importants, parmi les plus importants dans un roman, c'est l'espace et le temps. Et celui qui raconte, est-ce qu'il est dans le même espace? Est-ce qu'il est dans le même temps? Et moi, celui qui raconte ce roman, il est non pas... Est-ce qu'il est dans l'histoire? Est-ce qu'il est à l'intérieur de l'histoire? Oui, mais il l'aperçoit de loin. Donc, dans ce sens, je pense que la particularité de ce roman, c'est de mélanger les temps, parce qu'il y a des flashbacks, on quitte Pointe-Noire, on ne reste pas qu'à Pointe-Noire, parfois je vais dans les villages les plus reculés d'Afrique, où le destin de la grand-mère de ce jeune homme, avec un gendarme qui est en train de chercher à la draguer, etc. Donc on est dans les villages, on est dans la brousse, puis on revient à Pointe-Noire, puis on repart du côté de Brazzaville où il y a le pouvoir. Et tout cela se fait toujours par un clin d'œil. Le roman, c'est la meilleure façon de minimiser la lenteur prétendue du temps. Voilà. Il y a une chose que je enfin là, je n'ai pas du tout la réponse, vous allez m'éclairer, c'est que quand il fait ce premier vol, il se pose, disons, dans un endroit où il connaît des gens dans son quartier, etc., qui applaudissent son arrivée comme celle d'un ange, par exemple, avec ses ailes qui se replient, il complimente beaucoup, bon, il repart, et le deuxième groupe de gens qu'il va rencontrer, qui sont des hommes à tête d'animaux, quoi. Hein. Eux, par contre, vont le rejeter violemment. Alors, quel est le sens de cette scène? Mais je pense que le sens de cette scène, là, ça me rappelait l'époque où on me disait que quand on est mort, on peut avoir des ailes, donc on survole. Et donc, mon personnage, effectivement, dans la recomposition de son temps, il se voit en train de s'envoler au-dessus de la ville de Pointe-Noire, et puis il vient se poser au milieu, dans un quartier populaire. Tous les enfants l'applaudissent. Bravo, bravo, bravo. Il est tout content. Il vole comme Superman, il vole comme Batman, etc., etc. Et puis, en même temps aussi, au moment où il vient se reposer, il ne tombe pas toujours sur les mêmes gens sympathiques, il tombe sur des personnages qui ont... Il y en a une tête d'épervier, l'autre une tête de corbeau, mais un corps humain, etc., qui disent non, ton monde n'est pas ici, tu retournes au cimetière, etc. Je voulais, à ce moment-là, opposer peut-être la vision que nous avons de ceux qui sont partis. C'est-à-dire que le mort n'est pas convaincu qu'il est mort, je retourne chez moi. Mais quand j'arrive chez moi, tous les petits que je connaissais du quartier m'ont applaudi, c'est bien. Ils me demandent, mais tu étais passé, waouh là là, j'étais très loin, là je suis fatigué, je dois aller dormir. Mais sauf qu'au moment où tu vas voir, il y a un autre groupe là-bas avec des têtes de bizarres, mi-homme, mi-animal. On dit non, 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 retournez chez vous. Et là, il comprend que c'est fini pour lui. Il suit un parcours hein, depuis le début, et notamment une avenue très importante qui est l'avenue de l'indépendance. D'abord oui. Parce qu'il est mort le jour de la fête de l'indépendance, mais aussi parce que je pense que c'est un sens plus général dans notre livre où on va parler beaucoup de politique, de tractation pour le pouvoir, etc. Enfin, ça c'est surtout dans à partir de la deuxième partie du livre, mais comme vous parliez du temps à l'instant, une autre chose alors là qui m'a beaucoup frappé parce que je ne m'attendais pas à la trouver dans le livre. C'est pas pourquoi. C'est qu'à un moment il descend et il est son odorat est attiré par l'odeur des boules d'ambiance. Les boules d'ambiance, c'est comme des beignets. Quoi. On appelle ça les boules d'ambiance. Parce que souvent, c'est à côté des bars. Donc, c'est les mamans béninoises qui vendent ces beignets dans la rue. C'est-à-dire qu'ils ont mis le feu, ils ont mis une grande cuvette avec de l'huile bouillante, donc ils lancent des petites boules, et nous on est là, on attend, on les voit jaunir, il y a un parfum extraordinaire. On aimait toujours aller, boule d'ambiance, on mélange pâte
pâte, levure, l'œuf, un peu de sucre, mais ça a un goût, rien qu'à y penser là, ça me tue. Mais voilà. Et on appelle ça des boules d'ambiance. Et imaginez maintenant quelqu'un qui revient du pays des morts, qui arrive, il sent les boules d'ambiance. Et son enfance, c'est les madeleines de Marcel Proust. Hein. Parce que moi, je l'anticipe. Hein, je les vois l'intellectuel. Voilà. Je voulais en Ben, je sais. Effectivement, ces boules d'ambiance qui rappellent son enfant. Et ensuite, une fois qu'on a remarqué ça, évidemment, on retrouve des allusions à Proust. Ah ben oui. Ce livre. Alors, j'en cite deux, par exemple. À un moment, on apprend le prénom de la mère de Héros. Oui. Et son prénom, c'est Albertine. Oui. Albertine disparue. Plus disparue qu'Albertine. Et aussi un peu plus loin dans la troisième partie, il est question d'une boîte de nuit qui s'appelle d'ailleurs le cérémonial. Le cérémonial. Et dont les bigots du coin considèrent que c'est Sodome et Gomorrhe. Alors voilà, Albertine disparue. Donc ma question est toute naturelle. Est-ce que dans ce livre, c'est un livre, est-ce qu'il y a quand même un rapport au temps? Est-ce que c'est une recherche aussi un peu du temps perdu? Ah, ça c'est... Hein? Ah, ça, tout le monde est d'accord. Hein? Voilà. Non, mais il y a aussi... Les gens... Marcel Proust, c'est pas un petit auteur caché. Hein? Parce que nous, voilà, quand on était en Afrique, on lisait quand même si c'était les extraits de la gare des Michards, mais quand même, on savait que Marcel Proust, c'est un auteur qui embêtait les enfants à l'école. Donc, on était... Voilà. Quand je pensais à cela, parce que tout le monde, quand vous lisez À la recherche du temps perdu, une fois que vous avez passé la description de l'église qui dure 70 pages, et que vous êtes arrivé au moment où il met son boudoir, je ne sais pas, il se mure là, son boudoir là qu'il est en train de manger pour que ça remonte, c'est bon. C'est bon, vous êtes déjà tranquille, vous pouvez discuter à midi avec tout le monde à table. Donc il y a dans cette obsession aussi peut-être l'invitation inconsciente des grands livres qui nous ont formés. Parce que nous, on faisait des concurrences. Hein, où tout le monde sait que nous, à la bibliothèque, on lisait par ordre alphabétique. Hein. Quand tu arrives en bibliothèque, tu dois commencer tous les auteurs de A pour arriver jusqu'à Zola. Donc, on allait doucement, hein, voilà, doucement dans ce sens. Donc, Proust, c'était au milieu. Donc, sauf que pour Proust, vous restez plus longtemps sur place. Parce que depuis ce temps-là, ça fait 2 mois, 3 mois. Tu fais quoi? J'ai pas fini Proust. Bon, ça arrivera. Et donc, ça finit par avoir des répercussions. Et on se dit que comment un auteur, rien que par le parfum, par l'odeur, et d'ailleurs c'est un livre dans lequel il y a beaucoup d'histoires de parfums, l'odeur par exemple, le parfum de ces friperies qui viennent d'Europe, hein, qu'on voit au port de Pointe-Noire, quand nous les humons, le parfum ananas qui est là qu'on met sur les morts, et que mon personnage... à qui on a conseillé à mon personnage de mettre, il va en boîte de nuit, il met le parfum qu'on met sur les morts. Évidemment, dans la boîte de nuit, tout le monde se dit, il doit probablement avoir des fantômes ici, parce que si ça sent le mort, donc c'est grave. Donc là, vous avez cet exemple aussi sur cet aspect poussière. Donc je pense que ce sont et comme si personne ne veut croire, ben, je donne d'autres indices. Je vous mets une petite Albertine à côté. Ah, je dis voilà. Et après, j'ajoute aussi de l'autre. Ce sont mes petites. Ce sont aussi des lectures qui sont, disons, du patrimoine commun et où, en fait, oui, tout le monde se retrouve un peu. Quoi. Bien sûr. Proust n'est plus français depuis longtemps. D'ailleurs, ce personnage, il a 2 amis là, sur lesquels on peut passer vite, mais qui sont des personnages important symboliquement, un qui s'appelle José, qui est le fils d'un opposant politique, et l'autre qui s'appelle Sostène, et qui est le fils de quelqu'un qui travaille au chemin de fer sur la ligne
Pointe-Noire, Brazzaville. D'un amoureux des trains. Une Un collection, amoureux des une collection trains. de petits trains. Et j'avais deux remarques sur ces deux amis. C'est est-ce qu'ils ne représentent pas finalement les deux aspects de notre héros, c'est-à-dire d'une part le politique, puisqu'il va être beaucoup question de tractation politique dans le livre, le politique d'une part et le mystique, parce qu'on parle quand même beaucoup de religion, même si c'est pour Oui. la critiquer parfois. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ce train sur lequel travaille son père, Pointe-Noire, c'est le terminus de la ligne. Oui. Or, quoi de mieux qu'un terminus pour quelqu'un qui arrive au terminus de cette Waouh! Ah, ça, j'avais pas vu ça. Donc, c'est terminus. Voilà, c'est terminus. Mais disons que pour moi aussi, c'était une histoire aussi C'est une histoire d'amitié aussi, pardon. d'amitié, c'est une histoire d'amitié, c'est une histoire aussi de réconciliation régionale au Congo-Brazzaville. Parce qu'au Congo, ils ont beaucoup de problèmes avec le tribalisme, le régionalisme. Quelqu'un du Nord ne peut pas être considéré que travaillant dans les chemins de fer parce qu'on estime qu'au Nord, il n'y a pas de chemin de fer. Et donc, c'était amusant pour moi de prendre quelqu'un du Nord qui aimait beaucoup les trains, mais qui est venu vivre à Pointe-Noire et qui travaille au chemin de fer Congo-Océan. Et donc, de la même manière, dans d'autres romans, où j'avais pris des gens du Sud qui allaient enseigner dans le Nord. Donc, je suis souvent dans une perspective où j'éprouille les codes régionaux, les codes ethniques du Congo, et parfois, je peux m'attirer le courroux d'un groupe qui, à la fin, va remarquer que je n'étais pas non plus gentil avec les miens. Donc, ils vont se dire, ah, peut-être parce qu'il est du Sud, oui, mais quand même, il a tapé sur un Sudiste ici. Donc, il y a, comme ça, la neutralité de la géographie que j'aime souvent insuffler ici et mettre les gens dans des endroits inattendus. Vous avez cet opposant, il est opposant à un régime, mais dans un autre pays de l'Angola, mais il habite au Congo-Brazzaville, et avec ses enfants, ils vont poser les tracts, etc. On appelle l'opposant. Hein, donc, il veut la libération de l'enclave du Kavida, et ses parents sont tués, etc., etc. Donc, c'est un peu aussi historique et géographique. Ouais. Il y a, ce personnage rencontre toute une pléiade d'autres personnages, qu'ils soient morts ou vivants, du monde des morts ou du monde des vivants. Alors, on ne peut pas tous les citer, mais alors notamment il y a des personnages féminins absolument magnifiques parce que elles sont souvent le symbole aussi de la solidarité, de la lutte un peu contre la violence, etc. De très beaux personnages. Il y a certains personnages absolument hilarants, comme par exemple Papa Bonheur, enfin hilarant et inquiétant en même temps, parce que c'est une espèce de... enfin, je sais pas, peut-être vous voulez le présenter, Oui, mais je pense que c'est... La question de la religion se pose de manière cruciale dans beaucoup de pays d'Afrique où c'est plutôt, ce n'est plus la religion comme on la connaissait avant, avec un prêtre blanc qui arrive, la Bible, la soutane, les petits bonbons, parce que nous, la religion, on n'allait pas là-bas parce que Jésus était tout puissant. On y allait parce qu'on savait qu'on aurait des croquettes, des biscuits, le communion. Parce que c'est le communion, tout le prêtre, on dit, mais comment il fabrique ces biscuits-là? Ça a un goût extraordinaire, ces biscuits-là. Je ne sais pas où est-ce qu'ils le font. Et donc, nous, on était tout petits. Et comme le prêtre, c'est un blanc, il y a 10 enfants noirs, il ne sait pas les distinguer. Donc, moi, j'ai pris le gâteau, je mange, je tourne derrière sa soutane, je reviens, je tends la main. Donc, Dieu merci, j'ai mangé 3 biscuits comme ça là. Et on faisait la même chose. Donc, il dit, aujourd'hui, j'ai baptisé beaucoup d'enfants, mais en fait, c'est le même qui les 10 qui tournent autour de sa soutane. Donc, la religion, à l'époque, c'était ça. Et la religion, aujourd'hui, c'est maintenant des gourous. Il y a des gens qui viennent avec des sectes, convertissez-vous, tout. Et donc, dans ce roman, il y a cette église qui s'appelle Grâce à Dieu et qui est orchestrée par un gourou qui s'appelle Papa Bonheur.
Donc, papa bonheur, c'est parce qu'il aide des enfants dans la rue, il les ramène à la maison, il les fait à l'église, il les fait manger, il les fait travailler. C'est vraiment le symbole même de la générosité. Mais on se rend compte aussi qu'en même temps que cette église des gourous cache des pratiques qui sont destructives pour la société. Et donc, par exemple, il a une affection particulière pour les albinos, les jumeaux, et donc il y aura des crimes sacrificiels. C'est bizarre quand même, les jumeaux meurent beaucoup dans le quartier, et quand ils meurent, on a amputé les éléments du corps parce que on pense que, par exemple, le foie ou telle partie, ou si c'est une femme, les parties que ma mère refuserait que je puisse nommer ici, ont été... voilà. Donc il y a ces conceptions qui font que pour avoir le pouvoir, l'argent, la richesse, il faut des sacrifices, soit des jumeaux ou surtout des albinos. Et donc, du coup, quand vous avez un albinos, vous devez avoir un service de surveillance 24 heures sur 24, parce que quand il sort, vous ne savez pas s'il va revenir. Et on retrouvait beaucoup, par exemple, sur la côte sauvage, sur la plage, on retrouvait des corps démembrés de ces gens. Et donc, c'est pour cela que ces personnages, moi, je pensais qu'il fallait que je trace, que je croque un véritable personnage de ce genre et de montrer jusqu'où les croyances ont peut-être entraîné le continent africain. D'ailleurs, ce personnage-là, qui est assez sinistre, on l'aura compris, qui a des liens d'ailleurs, enfin, il représente aussi les liens que peuvent avoir les églises avec le pouvoir, par exemple. Il a j'ai noté qu'il a une Jeep Oui. toute neuve, Oui. dans laquelle il s'est attribué évidemment qu'il se promène, et donc il prétend que cette Jeep, mais non, elle est au service des fidèles et que c'est pour service aux pauvres, etc. Et cette métaphore de la Jeep, à la fois tout le monde lui envie, qu'il s'est accaparé et qui représente le pouvoir, c'est la même chose que dans le... Enfin, c'est pas la même chose, mais on retrouve cette image dans le film de Renoir, le Carrosse d'or. Vous savez, le Carrosse d'or, c'est exactement la même histoire. Oui. Un type, d'un gouverneur qui se fait construire un carrosse en or, et ce carrosse devient le symbole de son pouvoir que tout le monde convoite. Enfin, bon. Et à la fin, il laisse croire que ça appartient à tout le monde, tout le monde peut conduire. Mais quand vous demandez les clés, ils ne donnent pas de sa voiture. Le communisme, c'était ça. Le communisme, c'était le gouvernement, le président de la République dit tout est pour le peuple, rien que pour le peuple. La terre appartient au peuple, les usines appartiennent au peuple, c'est-à-dire qu'on est riche. Mais le moment où, quand vous êtes en train de mourir de faim, mais attends, pourquoi je meurs de faim? C'est mon usine, je vais aller prendre le crédit, on dit non, on ne donne pas. Pendant ce temps, les dirigeants communistes sont les plus riches du monde. Parce qu'ils ont réussi à demander aux pauvres de donner quelque chose sans même que ces pauvres soient dans un lien de subordination du travail. C'est-à-dire que je suis à la maison de gourou, la femme touche, je ne sais pas, 5 000 francs et il amène 25 000 francs à l'église. Donc, on n'a pas d'argent pour manger, mais il faut donner à Dieu. Et donc, ce sont des usines, ce sont des banques, ces usines. Bon, il y a différents personnages, hein, on l'aura compris, notamment il y a beaucoup de choses sur les rites funéraires, les danseuses, les pleureuses, tout ça, enfin, toutes ces noces, disons, de Thanatos, quoi, c'est très sensuel en même temps, bon, vous découvrez toutes ces pages. Moi, il y a une chose sur laquelle j'ai buté, je ne sais pas comment l'interpréter, vous allez me dire, c'est que ce garçon travaillait dans un hôtel, un restaurant, le Victory Palace, où il faisait l'aide cuisinier, Commis de cuisinier. Et le patron de cet hôtel, qui lui-même est un personnage un peu douteux, s'appelle Monsieur Montoire. Oui, Monsieur Montoire, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Montoire, parce que Montoire, ça me fait penser à... Il y a encore un auteur qui a utilisé ça? Pas du tout. Ah d'accord, j'ai eu peur. Hein. Non, Montoire, c'est la
la trahison, si on veut, de Pétain. Ah oui. C'est la positionnement du comptoir. Et comme il est question d'hôtel, hôtel, montoir, voyez, hôtel du parc, montoir, je me demandais si c'était pas un peu dans l'arrière-plan, quoi, disons, de ce que vous écriviez, d'autant plus qu'à la fin du livre, il y a un personnage encore plus douteux, qui va très mal finir, mais qui lui, habite cet hôtel et fait régner un peu la terreur. Ça. Oui, mais en fait, pour une fois, ça c'est un accident, un heureux accident, parce que effectivement, l'hôtel Victory Palace, c'est l'hôtel où travaillait réellement mon propre-père. Et le patron s'appelait M. Montois. Ah ben oui. Et enfin, le père du patron, de la patronne s'appelle Madame Ginette Montois ou quoi, qui est encore vivante, elle doit approcher peut-être les 100 ans maintenant, donc qui a toute sa tête, hein, puisque chaque fois que j'écris un livre, elle m'envoie une note de lecture. Hein, donc, on recommandait aux États-Unis une note de lecture de Madame Ginette. Donc, Madame Ginette, qui était une femme, vraiment, elle a créé l'hôtel Victory Palace, et puis dès qu'elle a vu que je commençais à écrire des livres, tout, elle a reconnu mon père, surtout dans beaucoup. Et puis un jour, elle m'a écrit, oui, mais c'est toi, mais tu as travaillé pour moi, parce que mon père parfois nous amenait là-bas pendant les vacances, au lieu de rester là à faire rien, venez nettoyer les toilettes à l'hôtel. Donc voilà, on allait là-bas, on nettoyait tout, et puis Madame Ginette nous donnait un peu d'argent. Et il y avait toujours Monsieur Montois qui était assis vraiment pratiquement à côté de la réception pour surveiller tout le monde. De là, il surveillait la cuisine, il surveillait le restaurant, il surveillait là où il y avait mon père, les entrées, les venues. Il était sûr que bien, mon père avait bien noté que je suis venu pour 2 nuits, parce que de temps en temps, hein, vous venez pour 2 nuits, mais dans l'ambiance, là, papa ajoute 2 nuits gratuites, et vous êtes derrière. Voilà. Et un jour, on avait décidé de se débarrasser de M. Montois. On lui a mis ce qu'on appelle chez nous l'enkundia. L'enkundia, ce sont des sortes de poils qu'on retrouve sur certaines racines au Congo. Et quand on vous met ça ici, ça rentre dans la peau, ça pique comme si c'était des guêpes. Donc, ils avaient répandu un peu l'enkundia sur la chaise où venait, M. Montois venait faire ses opérations dragon. Et donc, on a mis ça là, et au bout d'un moment, on ne comprenait pas pourquoi déjà. Dès que M. Montois descendait les escaliers, dans tous les hôtels, le personnel noir était déjà mort de rire. M. Montois lance l'ultimatum, riez, vous allez voir ce qui va se passer. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Et puis il descend, il s'assoit. Et puis au bout d'un moment, on sent qu'il arrange là-bas, on dirait rien. Il arrange au bout d'un moment, il commence à arranger vite. Il commence, et surtout, il ne faut pas se gratter. Il a commis l'erreur, il s'est gratté. Donc, il les a pris dans les ongles, puis il s'est gratté, mon Dieu. Il était devenu tout rouge, voilà. Et c'est le cuisinier qui a dit, monsieur Montois, viens, on va mettre de l'huile derrière. On lui a mis un peu d'huile de palme. Il dit, il y a des insectes ici, il faut désinfecter. On dit, non, il n'y a pas d'insectes ici. Il n'a jamais compris ça. Et moi, j'ai expliqué ça à Madame Ginette. J'ai dit, ah, je me souviens de cet épisode. Ah là là. Et voilà. Et pour couronner le tout, Madame Ginette m'a donné peut-être le plus beau cadeau que j'ai eu de mon existence, c'est qu'il m'a donné un tableau qui date de 1900, c'est avant ma naissance, ça date de 1962, du plus grand peintre congolais qui s'appelle Goten, qu'on étudie maintenant dans les écoles et tout comme ça. On voit maintenant ses peintures chez Drouot. Et à l'époque, Goten était en train de commencer et il avait une influence de Picasso. On voit comment il était en train d'imiter la guerre d'Espagne, le tout comme ça. Et il m'a donné l'original avec un certificat. Et donc, moi, je l'ai encadré, j'ai mis dans mon bureau. Chaque fois que j'écris, il y a toujours le tableau de Goten. Mais je suis sûr que le jour où un voleur américain va décider de cambrioler chez moi, il va passer à côté des Goten. Parce que voilà, il ne comprend pas que peut-être ça a même la valeur de la maison. Non, il va passer, il va chercher où se trouve la montre ou un bijou qui n'est en réalité rien du tout. Donc, Monsieur Montois, c'était pour moi, c'est un clin d'œil que je fais à Madame Ginette qui est du côté de Montpellier, que je dois aller voir bientôt. Et dans votre biographie, sans vouloir dans votre biographie, cet hôtel a une importance aussi, c'est que votre
père vous rapportait beaucoup de livres aussi Des qu'il livres. trouvait que, notamment, vous avez lu tous les San San Antonio. J'ai lu tous les San Antonio. Non seulement l'hôtel représente quelque chose dans la littérature pour moi, ayant lu les San Antonio là, les éditions Fleuve Noir sont en train de rééditer toute l'œuvre de San Antonio et ils m'ont nommé comme le parrain de cette œuvre et je vais faire la préface des 3 premiers livres de San Antonio pour présenter San Antonio à la France entière, y compris à Monaco et en Corse. Voilà. Voilà. Notre ami, là, ça c'est encore une chose que vous avez beaucoup raconté, on promène son cercueil parce qu'il visite les lieux, les vivants, les morts, comme on l'a dit tout à l'heure, et on promène son cercueil par la ville, d'où ce qui nous explique aussi un peu le titre du roman, le commerce des allongés, aussi parce qu'il commerce beaucoup avec ses semblables ou ses dissemblables. Oui. Et ce terme de commerce, excusez-moi de tirer ça un peu par les cheveux, mais ça peut nous faire penser qu'à Montaigne. Ah. Et Je souffre, hein. les trois commerces de Montaigne, Voilà. qui sont très, très connus, qui sont le commerce des livres, le commerce de l'amitié et le commerce des femmes, qui sont les 3 commerces. Voilà. Évidemment, Voilà. dans le livre, Il y a un peu de d'autant tout, hein. plus. Il y a ça dedans. Oui, bien sûr, Oh. d'accord. Mais d'autant plus qu'il y a, comment dire, Montaigne est cité à la fin du nom d'un personnage, parce que certains Oui. personnages ont des noms. Florent Sibat de Montaigne. Voilà, Voilà. c'est ça. Ah, Et un autre s'appelle aussi Zarathustra. Voilà. Il fait, Ainsi que voilà. voilà. Le président de la République qui s'appelle Papa Mokoziaye, alias Zarathustra. Voilà. Et son conseiller Florent Sibat de Montaigne. Voilà. Et donc, voilà, c'était Mais c'est bien, hein. Je suis épaté. Hein. Bon. Ne pensez pas que c'est le. Non, mais c'est parce que je me demandais, en fait, Ça, c'est des rencontres qui restent longtemps dans la tête d'un écrivain. Hein. Voilà. Ça, c'est très bien parce que le jour où on m'a dit cherchez-moi un animateur, je vous envoie des émissaires spéciaux qui viennent vous extirper du coup de la librairie ici. Hein. Ce jour-là, n'organisez rien ici parce qu'il serait appelé à disputailler ailleurs. Dans ces personnages, parce que lui, il a donc sa mission à accomplir, etc. Et on dit de lui que finalement, s'il a quelque chose à régler, quelque chose qui lui pèse sur le cœur, c'est parce que c'est un mal mort. Et et la Malmort, évidemment, ça fait penser un peu à tout cet univers des fabliaux du Moyen-Âge, même on retrouve en François Villon, ces histoires de morts qui habitent avec les vivants en quelque sorte. Et je me demandais si ces aventures, disons, un peu horrifiques, si vous acceptez de la mettre dans cette tradition. Et même j'ai pensé aussi un peu plus loin à une autre tradition qui est celle de l'humour noir. Vous savez, André Breton a fait une anthologie de l'humour noir qui est où on trouve tout un tas d'auteurs, de Swift à Émilie Adam, je sais pas quoi, et il a fait une préface justement qui s'appelle la préface paratonnerre, qui est pour expliquer que l'humour noir n'est pas forcément drôle, mais que c'est sa vivacité qui compte. C'est un humour comme la foudre qui doit sauter de branche en branche comme ça. Est-ce que vous reconnaissez? Oui, je pense que je me reconnais dans ça parce que ce sont des scènes qui auraient pu se passer à une période médiévale. Ce sont des scènes, parfois mes descriptions sont presque dans le côté du Moyen-Âge, du côté même de l'épopée, tout ce qui est épique dans ce sens. Quand on voit même le personnage quand il quitte le cimetière du frère Lachaise, c'est pas du genre je vais sortir de là avec un pistolet, c'est facile. Il prend un épieu. Donc j'ai même des instruments anciens pour symboliser le nouveau dans ce sens.
l'école mousquetaire. Je pense que vous aurez pu aller là-bas, les trois mousquetaires, etc. Et voilà, Alexandre Dumas, etc. Donc moi, je pense que j'aime bien aller du côté de cette littérature ancienne, qu'elle soit américaine, comme vous voyez, les Huckleberry, que je vais chercher de l'autre côté. Moi, je suis très frappé par le côté épique, le côté presque fantasque, les côtés aussi rabelaisiens. Ce sont toutes ces influences qui viennent se mélanger et j'essaie de les préparer dans une marmite africaine. Hein. La marmite africaine a ceci de bien, c'est qu'elle accepte tous les ingrédients. Hein. Et vous mettez à l'intérieur, voilà. Mais certaines marmites sont incompatibles avec les ingrédients exotiques. Et du coup, quand ils préparent quelque chose, c'est fade. Et dans la marmite africaine, eh ben, vous prenez un peu de Proust, vous mettez dedans, vous prenez le Montaigne, vous mettez dedans, Monsieur Montoire, viens ici, Monsieur Intel, viens ici, les philosophies dans le boudoir, viens ici, tout. Et vous commencez à préparer tout cela à petit feu, tandis que ceux qui vont manger en tour attendent. Et quand on sert tout cela, le parfum que vous mangerez avec les boules d'ambiance. C'est ça. C'est ce que vous dites d'ailleurs dans la dédicace, ça veut dire. Oui, il faut. Exploration. Si elle veut qu'on. Elle n'a pas dit ça. C'est pas. Colombo n'a pas ça, non? La dédicace à sa mère dit que vous reprenez ses phrases, mais peu ou prou. Et en fait, tout le roman est dans le peu ou prou, quoi. En fait, tout le roman est dans le peu ou prou. L'invention romanesque. Parce que le roman, c'est ça. C'est mentir vrai. C'est-à-dire que, voilà, vous êtes tranquille. Il y a une histoire qui était là. Vous l'avez tellement élevée qu'on se dit, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce que... Moi, j'ai vu des gens qui me demandaient, bon, commencez tout doucement. Ce monsieur-là, est-ce que c'est votre famille? Non. Et celui-là? Non. Mais finalement, qui est dans votre famille? J'ai dit tout le monde. C'est peut-être même cela, le problème du roman, c'est qu'il faut avoir cette sorte de pouvoir de persuasion. Comment je vais te persuader que tu n'es pas en train de lire qu'une histoire, mais tu es en train de lire un univers et que tu es en train de rentrer quelque part qui te fera peut-être découvrir d'autres choses, même si elles étaient éloignées de ta culture, elles vont t'aider à aller vers le monde. Il y a aussi des lieux, notamment un dont je voudrais vous faire parler, parce que vous le citez beaucoup, et même avec une certaine insistance, c'est ce qui m'a mis un peu la puce à l'oreille, qui est la côte sauvage. Oui. Voilà. Or, la côte sauvage, en tant que lecteur, ça nous évoque autre chose. C'est le titre d'un roman d'un Jean-René. Et d'ailleurs, qu'on réédite là actuellement, je crois qu'on a repris tous ces livres en quarto, un truc comme ça. Et en fait, c'est l'auteur même d'un seul roman, puisqu'il est mort. Ça a paru en 60, il avait 22 ans, ça a été un grand succès, et il est mort, il s'est tué en voiture 2 ans plus tard, donc ça a été son unique roman. Et cette côte sauvage dont vous parlez, il me semble en avoir retrouvé une trace, notamment quand le héros discute avec un occupant du cimetière très, très important. C'est un chapitre passionnant, ça, avec le DRH. Parce que, voilà, donc il est mort aussi, c'est un habitant du cimetière. Il voit qu'il y a des fautes sur sa tombe, il y a une faute sur sa tombe, et il s'avise de vouloir corriger les fautes. L'autre l'arrête et leur discussion part là-dessus. Or, qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur sa tombe? Il y a décrit à notre sœur, non, oui c'est ça, à notre sœur aimée, que son âne, comme un âne, repose en paix. Alors lui, il pense que c'est une erreur et que c'est une inversion, puisqu'on est dans le domaine de l'inversion, et que c'est en fait à notre sœur aînée que son âme repose en paix. Donc il avait un problème
de M ou de N, voilà. Voilà, c'est ça. Mais le lien avec la Côte Sauvage, c'est que l'histoire de la Côte Sauvage, c'est l'histoire d'un frère qui est plus ou moins, disons, amoureux de sa sœur et qui rend le mariage de cette sœur impossible, enfin qu'il le sape lui aussi. Et comment s'appelle cette sœur? Mais non, elle s'appelle Anne. Voilà. Et alors, c'est à notre sœur aimée Voilà. que son âne. Ça, c'est un professeur terrible, hein. Donc, vous avez pensé Anne. Voilà, ça c'est. Ah oui, non, mais je pense. Je me suis dit, il y a peut-être un lien. Voilà. Non, il n'y a pas de lien. Ça, c'est. Et en plus, comme le livre est réédité en point seuil, je me suis dit, il est arrivé dans vos mains récemment. J'aurais pu insister. Mais là, c'est l'activité, c'est-à-dire que quelqu'un vient de mourir, il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. En attendant, il passe son temps à corriger les fautes d'orthographe dans les cimetières. Il est arrivé, il dit maintenant à notre frère aimé, non, à notre sœur aimée, que son âne repose en paix. Donc, on a bien compris que celui qui faisait l'épitaphe là avait des problèmes entre les M et les N. Donc, c'était vraiment à notre sœur aînée et que son âme repose en paix. Et donc, voilà. Donc, dans ce sens, et puis, il y a d'autres, hein. Sylgie, voilà. Au lieu de dire Sylgie, il a écrit Sylgie. Donc, on se demandait Sylgie ici. Voilà. Non, mais ça m'a arrangé à cause de la Côte Sauvage. La Côte Sauvage, mais ça fait rien. la Côte Sauvage, si vous allez au Congo, c'est l'endroit le plus mystérieux, l'endroit le plus sacrificiel, l'endroit le plus... J'en parle beaucoup dans Lumière de Pointe-Noire. Donc, 23 ans après, je suis allé vers la Côte Sauvage et j'ai senti les vagues qui voulaient en quelque sorte presque nous agresser dans ce sens. Et à la Côte Sauvage de Pointe-Noire, quand un corps a été avalé par les eaux, quelqu'un est tombé dans l'eau ou s'est noyé, le corps disparaît parfois pendant 48 heures, mais tous les Ponténégrins, c'est-à-dire les habitants de Pointe-Noire, savent où ce corps va se retrouver. Les corps viennent toujours au même endroit, c'est un peu plus loin, au bout donc le corps va aller très loin, et il va revenir. On dit, bon, de toute façon, il a disparu dans les eaux, bon, on revient dans 4 jours. Et on revient, le corps, il est là, étendu. Les requins, personne n'a bougé, le corps, il est là. Si c'était vraiment dans le côté sacrificiel. Et nous, on nous interdisait toujours d'aller seul à la Côte Sauvage. Et 23 ans après, quand je suis arrivé à Pointe-Noire, je vois mon ami d'enfance, je dis, est-ce que tu peux m'emmener à la Côte Sauvage? Il m'a regardé écarquillé. Il m'a dit, mais tu es malheureux ou quoi? J'ai dit, mais pourquoi? Mais tu viens d'arriver de France, ça fait 23 ans que tu n'as pas mis les pieds ici. Remarquez ici, ça fait 24 ans. Ça fait 23 ans. 23 ans que tu n'as pas mis les pieds ici. La première chose qui me demande, la Côte Sauvage, si on va là-bas et que la Côte Sauvage t'avale, qu'est-ce qu'on va pas dire? J'ai insisté, j'ai dit, ok, on y va. On rentre dans la voiture. La scène est expliquée toujours dans le Lumière de Pointe-Noire. On y va. On arrive, c'était éteint, tranquille. On sort de la voiture. Il me dit, non, Alain, n'avance pas trop du côté de la côte. Je dis, mais elle est plate, il n'y a pas de problème. Dès que je commençais à avancer, j'arrivais, c'était en face, j'ai senti le mouvement. La mer commençait à devenir nerveuse. Tout d'un coup, une vague sortie de nulle part, ça devait plus la taille d'une villégiature. Puis, hop, d'un immeuble. On a fui de là. Et l'eau commençait à tomber jusqu'à la voiture. Extraordinaire, la Côte Sauvage. Dans ce cimetière, donc, il y a plusieurs personnages très importants, notamment un musicien, un artiste, etc. Oui. Vous êtes très lié à la musique, puisque vous produisez des disques, d'ailleurs, je crois. La musique est d'ailleurs très présente aussi dans la troisième partie du livre. Mais je voulais revenir une dernière fois sur ce personnage du DRH, parce qu'il est, on l'appelle comme ça parce qu'il était DRH en France. Dans la vie en France, après il est venu au Congo, etc. Mais il est DRH aussi dans le cimetière, c'est-à-dire qu'il s'occupe quand même de l'organisation. De la logistique. Voilà, de la place des hommes. Et en fait, je me demandais si c'était pas le personnage le plus influent politiquement ou le plus politique du livre, parce qu'en fait,
c'est ça aussi un peu la politique, c'est de savoir placer des hommes et savoir les déplacer, occuper tel ou tel poste. D'ailleurs, il y a beaucoup de batailles sur des gens qui veulent le poste de tel autre, qui est fils de quelqu'un de bien placé, etc. Voilà. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Donc, je pense que c'est... Oui, c'est ça. Comme il a été directeur des ressources humaines dans la vie normale, et en étant là-bas, il est chargé un peu aussi de faire cette politique, parce que la politique, c'est quoi? C'est la gestion des affaires de la cité. Un cimetière, c'est comme une cité. Il faut la gérer. Quand un mort arrive, il faut une place. Quand il a une place là-bas, bon, il faut qu'il reste à sa place, etc. Et donc, le DRH, qui est Prosper Milandou, du vrai nom, pour moi, symbolisait le personnage qui allait faire le pont entre les illusions que perdent les Africains lorsqu'ils ont eu un poste en Europe, et tout d'un coup, ils ont, semble-t-il, l'appel du pays où ça serait mieux. Et donc, ils abandonnent toujours tout pour aller de l'autre côté, ou bien les ministres qui passent pour dire, écoute, Monsieur Mabankou, ça fait longtemps que vous enseignez à Los Angeles, Collège de France, venez faire tout ça au pays. On a besoin de vous pour former les élites, etc., etc. Et vous abandonnez tout juste pour l'amour du pays, vous arrivez, c'est la déconfiture totale. Et le DRH se trouve dans cette situation où il avait le poste le plus envié, comme dit lui-même, c'est un noir qui pouvait embaucher les blancs et les virer, mais cette fois-ci, il se retrouve de l'autre côté, maintenant dans une gestion. Sa vie est une sorte de chemin de croix, et bien, je pense que c'est l'un des moments qui m'a semblé moi-même au fond les plus tragiques dans sa vie. Et puis aussi, le fait, c'est que en arrivant dans une société comme celle-là, qui n'était pas préparée à une certaine discipline professionnelle, à une certaine discipline de la vie privée. Dans ce sens, c'est un personnage ambigu, c'est un personnage peut-être iconoclaste, dans le sens où il a étudié, il aime l'art, il aime la littérature, sur place il veut révolutionner les moyens de travailler, etc., etc. Et il va quitter le monde à cause peut-être de cette sorte de grandeur interne. Mais il va incarner un des personnages les plus influents du cimetière Frère Lachaise. Parce que vous ne pouvez pas entrer là sans que le DRH ne puisse vous scruter de fond en comble. Quant à sa ambiguïté aussi, sa ambiguïté existe aussi du côté de sa sexualité inattendue pour les Africains. Il devient, si je puis dire, directeur des ressources défuntes. Ah ben voilà, si on peut dire que des ressources défuntes, voilà. Dans la dernière partie de ce livre dont on ne parlera pas pour rien trop dévoilé, mais enfin, on sait en tout cas qu'il va revenir notamment sur le lieu, probablement, où il a rencontré la mort. Oui. Son destin, c'est avec lui. Et on a donc ces trois parties, donc on y repense ensuite, et je me demandais quelle était, je vous laisse répondre, mais j'ai mon idée. Ah bon? Sur la question. Quel était le sens de ces trois parties? Pourquoi vous avez découpé ces trois parties comme ça? La partie où il revoit ses 4 jours d'enterrement, la partie où il dialogue avec les défunts dans le cimetière du Frère Lachaise, et la troisième partie où il revient accomplir et où tous les nœuds de l'intrigue d'ailleurs vont se résoudre à ce moment-là. Ben, c'est l'organisation du récit. C'est important d'avoir une certaine logique même. Quand vous avez un personnage, quelque chose vient de lui arriver, et ben il se retrouve quelque part. Il faut qu'il ait le temps de comprendre qu'il se retrouve là, qu'est-ce qui s'est passé, et il va repenser à tout ce qui s'est passé là-bas. Il va prendre conscience de ce qui s'est passé, puis il va chercher à démêler la situation. Donc, pour moi, il s'agissait aussi de maintenir à cette sorte de trinité, non, une division tripartite qui permettrait de faire une sorte de flashback. Dès le premier chapitre, vous voyez quelqu'un qui sort de la tombe, etc., etc.
et puis on va dérouler les choses en allant derrière. La structure, elle s'impose d'elle-même lorsque vous êtes en train de narrer. Moi, je ne savais pas qu'il y aurait 3 parties, 4 parties. C'est au fur et à mesure, avec comment je suis en train de délier la situation, qui m'a imposé une certaine logique et une organisation qui permettent aussi l'aisance dans la lecture, la fluidité dans la lecture. Et donc après, entre les parties, ben, il faut des coutures. C'est ça, la littérature. C'est faire de la couture sans que les lecteurs puissent apercevoir les fils. Hein? On les cache. Je vous posais cette question parce que alors, cette histoire de couture est très bienvenue parce qu'un texte, on dit toujours qu'un texte c'est un tissu et que en fait le tissu cousu comme ça, enfin bref. Mais en fait, je me posais la question de ces 3 parties parce que quand la grand-mère, qui est un personnage très important, raconte la mort de sa fille, donc la fameuse Albertine, la mère du héros, elle dit oui, ce sont les personnes en blouse blanche, c'est-à-dire les gens de l'hôpital, etc., qui l'ont précipitée aux enfers. Oui. Et d'une certaine façon, j'ai lu ce livre aussi, le parcours de notre personnage, aussi un peu comme une descente aux enfers, comme quelqu'un qui en quelque sorte, descend aux enfers, va chercher son Eurydice, si je puis dire, enfin, va chercher quelqu'un, et comme souvent d'ailleurs, revient sans quelqu'un, ou alors revient avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est un peu la surprise de la On est dans Orphée. Voilà. Donc, on est dans Orphée, voilà, le personnage va descendre jusqu'au bout là-bas, voilà, et pour revenir et dire à la personne qui vient de tout, ne te retourne pas, sinon, si tu te retournes, tu te transformeras en statue de sel ou quelque chose, ben, voilà. Mais ces 3 parties, c'est aussi les 3 parties par exemple, je pense, la divine comédie de Dante, puisque Peut-être, mais l'enfer, le paradis. Peut-être, mais ne me rendez pas trop intelligent que je ne suis. Hein. Ça ferait beaucoup de livres. Je pense que vous connaissez donc. Ah oui, bien sûr, bien sûr. L'histoire de l'Orphée m'intéresserait plutôt. Et moi, j'avais vu ça dans ce sens, parce qu'à la fin aussi, c'est en filigrane une histoire d'amour aussi. Hein. Eh bien, écoutez, moi je. Lui, il a fait son travail, c'est mon travail. J'adore cette conversation. Là-dessus, sauf si vous voulez faire une lecture en plus, mais ce serait. Non, il y a des questions. Poser des questions. Voilà, alors. Oui, je n'ai pas lu ce livre, mais comme vous avez dit, vous étiez très influencé par Brassens. Oui. Je me demande si ça n'est pas une contradiction du célèbre vers « Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard ». Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Hein? Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Ben oui, parce qu'on ne va pas non plus rester tout le temps à apprendre à vivre. À un moment donné, hein, il faut apprendre à mourir. Et même, c'est pas donné à tout le monde. Donc je pense, oui, c'est Aragon. C'est Aragon. Voilà. C'est Aragon. Aragon chanté par Brassens. Brassens, c'est comme ça, il chante du Corneille, il chante du Aragon, voilà. Voilà, moins de frissons. Voilà, je suis d'accord avec vous sur toute la couture, comme dirait l'autre, et je pense que, voilà, le temps d'apprendre à vivre, il est déjà tout tard. De toute façon, quand on vient au monde, on a un catalogue de règles. On nous dit simplement suivez ceci, suivez cela, alors que la vraie vie, c'est l'ensemble des exceptions. Ce sont les exceptions là qui sont plus intéressantes. C'est un personnage de Verre Cassé qui lui avait dit que quand vous apprenez la langue française, c'était la dernière leçon que donnait cet instituteur condamné et tout soulard. Il n'avait qu'un seul élève, il a dit je vais t'apprendre les bases de la langue française. Pour bien comprendre la langue française, ce ne sont pas les règles qu'il faut apprendre, ce sont des exceptions. Parce que quand vous avez appris les exceptions, le reste, vous faites ce que vous voulez. Ben oui,
À quel moment il faut accorder le participe passé lorsqu'il est conjugué avec l'auxiliaire avoir? Avant ou après? Et après, mais attention, si c'est un verbe pronominal, voilà. Donc moi, je ne vais pas apprendre ça, je vais apprendre les, voilà. Donc les verbes, voilà. Donc c'est un peu cela, le temps, le verbe d'apprendre à vivre, c'est déjà trop tard. Eh bien, on apprend au moins ce qui peut nous éviter à mourir très vite. Voilà, c'est ça. Merci. Je me permets de rebondir sur ce que vient de dire ce monsieur, parce que ça m'a fait penser à un autre vers qu'il y a dans une chanson de Brassens qui s'adapte tout à fait à ce livre. C'est, je crois, dans la chanson Le Testament, où il dit « Je ferai la tombe buissonnière ». Voilà. C'est une histoire de tombe buissonnière. La tombe buissonnière. Voilà. Non, c'est le Testament, je crois. Le Testament, quelque Oui, chose pour... Supplie pour être enterré à 7 ou quelque chose. Sur la page de 7, hein, ben voilà. Voilà. Est-ce qu'on se laisse un petit temps pour les dédicaces, Nicolas? Oui, Ah oui, quand même. Hein. Voilà. Le temps de poser des questions qu'on a déjà tous signées. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je vais revenir de 3 dans 24 ans. Ok. Merci.